Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuses. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours nous le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Bienvenue dans le premier épisode de la rubrique Rock Your Business. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la reconversion professionnelle avec Clarence, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. On va se centrer sur le projet de reconversion dans le cadre d'une création d'entreprise. Clarence va nous partager les différentes étapes à envisager ainsi que les différents aspects de notre vie pro et perso à considérer avant de se lancer. Comment faire le point sur ses compétences et sa personnalité? Comment évaluer nos besoins en financement? Comment s'organiser en prenant en compte l'écosystème familial, etc. Elle nous partagera également des techniques pour contourner nos peurs et croyances limitantes. Dans la seconde partie de l'épisode, nous avons échangé sur les différentes ressources et dispositifs existants pour l'aide à la création d'entreprise. Cet épisode a été enregistré en février dernier, quelques semaines avant le confinement. Il faut croire que j'ai eu le nez fin, étant donné le chamboulement que cela a provoqué dans le monde du travail par la suite. Près d'un Français sur 2 a songé à une reconversion professionnelle durant cette période de crise. Il est possible que certaines des informations partagées aient pu évoluer entre-temps. Je vous invite donc à contacter Clarence pour approfondir certains points si besoin. J'ai enregistré cet épisode à distance pour me faciliter car j'étais enceinte à ce moment-là. Je suis passée par un outil d'enregistrement, une première pour moi donc. Vous remarquerez sans doute quelques variations au niveau du son dues à quelques petits bugs techniques. Je vous prie donc de m'en excuser et d'être indulgente avec moi, mes ladies. J'étais en plus un peu enrhumée. Bon, ça va s'entendre, mais ça n'empêche pas la qualité de l'échange. J'espère que ça vous plaira. Enjoy! Bonjour Clarence. Bonjour Mariama. Alors, Clarence, tu es coach spécialisée aussi bien dans l'accompagnement de projets professionnels que dans le développement personnel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, alors moi je suis coach en reconversion professionnelle. En fait, je vais aider les personnes tout autour de la thématique du mal-être au travail. Donc que ce soit à la fois dans trouver des solutions aujourd'hui dans le métier qu'on a, donc avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso, la gestion du stress, mais également si on se rend compte qu'on a envie de changer, moi j'accompagne aussi les personnes qui veulent qui n'ont pas forcément d'idée au départ, mais les amener à trouver un projet qui va être stimulant et inspirant pour elles, donc à travers un bilan de compétences. Mais je vais aussi accompagner les personnes en coaching, des personnes qui ont déjà une idée mais qui savent pas comment s'y prendre, qui ont peur de pas y arriver, qui manquent de confiance en elles, et donc je vais les accompagner pas à pas pour qu'elles puissent développer leur projet et puis avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir. Ok, d'accord. Donc c'est essentiellement des femmes que tu accompagnes? Non, j'accompagne des hommes aussi. Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est des personnes particulières? Est-ce que tu interviens aussi en entreprise? Comment ça se passe? Alors moi, j'interviens surtout avec des particuliers. Alors après, le financement, notamment du bilan de compétences, peut être pris en charge par l'entreprise, mais ce sont essentiellement des démarches individuelles de particuliers. D'accord. Ok. Alors, moi j'ai une première question. Quelles sont les étapes à envisager avant de se lancer dans une reconversion professionnelle? Donc quand je parle de reconversion professionnelle, je parle ici du cadre de l'entrepreneuriat. Donc, ce que tu veux savoir, c'est les étapes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Dans le cas d'une reconversion. Exact. On est en poste de salarié ou on est sans emploi et on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Exactement. Moi, je distingue vraiment 2 aspects qui me semblent essentiels à distinguer. C'est vraiment l'aspect personnel et l'aspect projet qui est différent. Donc, si tu veux, on reviendra sur l'aspect projet après. Mais déjà, moi, il me semble essentiel de faire le point sur tout un aspect personnel avant de prendre la décision de se lancer. Et dans cet aspect personnel, pour moi, la priorité à
à étudier, c'est d'abord les besoins qu'on peut avoir en termes de sécurité et de financement, nos besoins financiers qu'on peut avoir. C'est assez difficile de vivre tout de suite bien de son entreprise. Donc, il me semble essentiel de faire le point d'abord sur les besoins financiers qu'on peut avoir par rapport à notre famille, par rapport à notre logement, par rapport au style de vie qu'on veut avoir. Et donc, faire le point, donc lister d'un côté toutes les dépenses sur lesquelles on peut pas rogner, voir les dépenses qu'on peut éventuellement renoncer, le shopping, certaines vacances, voir ce sur quoi on peut descendre au maximum, et puis voir les ressources financières sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pendant cette phase de transition où on ne va plus avoir de salaire, mais où l'entreprise ne va pas dégager suffisamment d'argent pour pouvoir se verser un salaire correct. Donc, est-ce qu'on est inscrit à Pôle emploi? Est-ce qu'on a des allocations chômage? Est-ce que notre conjoint, si on est en couple, peut nous soutenir pendant ce temps-là? Est-ce qu'on a des économies personnelles? Voilà, donc vraiment faire le point avant de démarrer sur tout cet aspect financement. Et puis sécurité. Enfin, moi, je vois, en bilan de compétences, il y a des gens, la sécurité de l'emploi est quelque chose de très important pour eux. L'entrepreneuriat, c'est clairement pas quelque chose vers lequel ils vont se diriger, et c'est tout à fait ok. Enfin, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur, mais il faut avoir envie de prendre une certaine part de risque, et puis surtout une certaine part d'inconfort de ne pas savoir ce qu'on va gagner demain. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base en fait. D'accord. Et puis il y a une particularité aussi, parce que du coup, l'audience qu'on a, il y a principalement des mamans, donc il y a aussi, je pense, cet aspect-là à prendre en compte en termes de charges. Est-ce que tu vois une différence à adopter, en tout cas dans la démarche, quand tu sais que tu as une famille à charge? C'est sûr que c'est plus simple quand on est tout seul, entre guillemets, à se lancer dans la création d'entreprise, mais quand tu as une famille à charge, je pense que l'aspect est encore différent. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faudrait prendre en compte? Ouais, alors déjà, sur l'aspect financier, ça va être aussi l'aspect études, garde de l'enfant. Mais après, sur l'aspect, si on est maman, va y avoir déjà l'aspect organisation qui va être déjà très important à prendre en compte également si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et encore plus si on est maman. Donc ça va être aussi faire le point sur le temps qu'on veut dédier à son entreprise. C'est extrêmement chronophage en général quand on se lance au départ. On est super motivé, on a super envie, et on peut ne jamais s'arrêter parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et comme souvent on est multitâche, qu'on s'occupe de la com, du finance, du budget, de la recherche de clients, etc., ça peut être H24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances. Donc ça va être vraiment essentiel aussi de prendre le temps au départ, avant de se lancer, sur le temps qu'on veut y consacrer. Quels sont nos impératifs, les limites qu'on se fixe? Est-ce qu'au contraire, on veut être entrepreneur pour aussi avoir du temps pour nos enfants, parce qu'on va être peut-être plus à la maison, donc pouvoir aller les chercher à 4h30 et retravailler à 20h. Est-ce qu'on se dit le week-end c'est sacré, je ne travaille pas, et dans ce cas-là on s'organise en conséquence la semaine. Donc vraiment faire le point sur l'agenda, sur les impératifs qu'on veut tenir, sur les limites surtout qu'on veut poser, parce que c'est très facile de se faire attraper par la passion d'entrepreneuriat et ne jamais décrocher. Et puis le soutien, faire le point sur le soutien qu'on peut avoir. Déjà se lancer, si on est en couple, est-ce que le papa nous soutient? Est-ce qu'il est ok pour prendre le relais sur certaines choses? Parce que souvent, moi je pense que l'entrepreneuriat va changer en fait tout l'écosystème de la famille. Ça va changer les codes. Si on est en couple depuis longtemps, ça peut changer la façon dont le couple s'est construit, dont le couple fonctionne. On est habitué à faire telle et telle tâche. Là, peut-être qu'on pourra plus les faire. Donc vraiment faire le point avant sur le soutien qu'on peut avoir, donc conjoint, mais aussi famille proche, ou nourrice, ou super copine, ou voisine, mais avoir un réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour ne pas être entravé trop dans les démarches qu'on peut avoir. Et puis aussi, si on travaille chez nous, un des grands pièges, ça va être de se faire bouffer par le quotidien et ne plus travailler sur son entreprise. Donc ça peut être aussi un autre risque de l'entrepreneuriat de maman. Et on se retrouve tout le monde part à l'école et au travail, on se retrouve à faire le linge, faire la vaisselle, à passer l'aspirateur, et il est midi et on n'a pas commencé notre entreprise. Et du coup, la possibilité d'en vivre ou d'avoir notre projet aboutir s'éloigne aussi petit à petit en fait. Donc c'est poser les limites très claires auprès de sa famille, que non, on n'est pas à la maison pour être à la maison, on est à la maison pour travailler, et vraiment se sanctuariser un temps, se faire un agenda, parce que les tâches ménagères, je les fais à 18h, ou je les fais à 7h du mat avant de travailler, mais la journée, je travaille comme si j'étais salariée en fait. Après, à voir à chacun comment chacun fonctionne,
mais ne pas se faire avoir par ça, ce qui peut être un grand piège quand on travaille à la maison. Après, ce qui va me sembler important aussi avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de faire le point. Plus là, ça va être sur sa personnalité en tant que telle, notamment déjà sur les compétences qu'on peut avoir acquis au sein de ces différentes expériences, et faire le point sur déjà ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on a vraiment envie de faire, et dans lequel on va s'éclater dans notre entreprise. Mais comme on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat c'est multitâche, donc il y a forcément des choses qu'on va ne pas savoir faire, en tout cas au départ, et du coup se poser la question, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a envie d'apprendre? Si on a envie de l'apprendre, super, on peut suivre des tas de formations aujourd'hui, que ce soit en ligne ou en direct. Dans ce cas-là, voilà, se former à ce qu'on a besoin d'apprendre pour développer son projet, mais aussi faire le point sur ce qu'on doit savoir faire, mais qu'on n'a pas du tout envie d'apprendre. On sait que c'est pas notre truc, on sait qu'on va mettre 3 heures à s'y mettre si on doit le faire, qu'on va mal le faire parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et donc là, c'est vraiment important de mettre en exergue ces points-là pour pouvoir soit s'associer à quelqu'un qui est très complémentaire par rapport à nous, donc là super, soit déléguer, payer des gens en extérieur pour faire ce travail-là. Par exemple, sur la création d'un site internet, moi, ça me tenait à cœur de faire moi-même mon site. J'y ai passé beaucoup de temps, j'ai appris à me servir de WordPress, etc. Mais voilà, je sais que certaines personnes n'ont pas envie de passer ce temps-là, ça va être compliqué pour elles de le faire. Autant, payer quelqu'un pour le budget, je pense aussi. Pour le faire. Voilà, alors, il y a une question de budget, effectivement. De toute façon, l'entrepreneuriat, il y a un moment donné, ça va toujours être qu'est-ce que je décide de dépenser pour que ça me rapporte. Si on dépense jamais rien, ça va être. On n'avance pas forcément rapidement pour le coup. Ouais, ça va être compliqué. Donc à un moment donné, est-ce que je passe 6 mois à m'engluer dans mon site internet ou est-ce que je décide de le faire? Mais moi, ce que je conseillerais de toute façon, c'est que même si on décide de le faire, c'est que ce soit le site internet ou autre chose, c'est d'avoir toujours un œil sur les prestataires externes, de quand même toujours s'intéresser à ce que le prestataire va faire pour pas se faire avoir en fait, parce qu'on entend beaucoup de choses des fois de prestataires où on se fait avoir, où c'est un peu malhonnête. Donc quand même toujours garder un œil dessus, parce que si on fait complètement confiance parce qu'on n'y connaît rien, c'est beaucoup plus facile malheureusement de se faire avoir. Donc déléguer, mais en gardant un œil dessus, quoi. Un autre aspect, c'est le fonctionnement qu'on a. Est-ce qu'on aime, l'entrepreneuriat est une activité assez solitaire. Donc, est-ce qu'on aime travailler seul ou est-ce qu'on a besoin d'être entouré pour travailler? Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il existe tout un tas de possibilités pour se créer un écosystème stimulant autour de soi. On peut aussi tout à fait rejoindre un coworking, prendre un bureau au mois dans un coworking, ou sans forcément prendre d'abonnements qui peuvent être chers au départ, mais en tout cas y aller. Il y a plein de cafés coworking où on peut juste aller quelques heures, et du coup on rencontre d'autres personnes qui sont dans la même démarche que nous, de création d'entreprise. Donc ça peut être assez stimulant. Et puis on sort de chez nous et on sort des enfants et on sort des tâches ménagères, mais on peut aussi participer à des réseaux. D'ailleurs, c'est là-bas que toutes les deux on s'est rencontrées. Des réseaux d'entrepreneuses, il en existe plein. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper stimulant et hyper inspirant. Et du coup, on voit qu'on galère pas. Qu'on est toutes dans les mêmes galères. Et du coup, ça a un côté aussi très rassurant. Et puis, si on a des copines entrepreneuses, ou si on ou si on en rencontre dans des réseaux avec lesquels on s'entend bien, créer des petits groupes de travail, ça aussi, ça peut être très porteur. Ouais, très stimulant. Moi je sais que on en a créé un avec 3 copines coach, et on se retrouve tous les 15 jours, tous les 3 semaines. On fait le point chacune sur nos difficultés, on se fait du co-développement ensemble en fait, où on prend la problématique de l'une à un moment donné, et chacune partage conseils, expériences, pose des questions qui font avancer. Et ça c'est vraiment c'est comme si on avait des collègues en fait, quelque part on sait qu'on est soutenu, et avancer ensemble ça donne vachement plus de force que d'avancer tout seul. Oui, carrément. Là, c'est vraiment la sororité. Ouais, tout à fait.
Il y a le petit groupe WhatsApp qui est associé, dans lequel voilà, on partage nos victoires, on partage nos échecs aussi, parce que ça arrive, voilà, des contrats qu'on n'a pas eu, et du coup, voilà, on se remonte le moral, et ça c'est, moi en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et qui peut aussi aider beaucoup à se faire. Est-ce qu'il y a la question, est-ce qu'on aime travailler seul ou pas, en termes d'environnement, mais il y a toute la question de l'autonomie qui se pose quand on n'est plus salarié. C'est-à-dire que si on se lève pas le matin, il se passera rien pour son entreprise. Donc c'est vraiment à soi tous les jours de se lever, tous les jours de trouver la force, de se dire je m'assois à mon bureau et je travaille, et peut-être que des fois je travaille pour rien, et peut-être que je travaille sur des projets qui vont pas marcher. Donc la question aussi de savoir s'organiser, savoir planifier les choses, faire les choses dans l'ordre. Ça aussi, si c'est quelque chose pour lequel on n'est pas à l'aise, c'est tout à fait ok de pas être à l'aise, mais dans ce cas-là, peut-être s'entourer, trouver les moyens de pallier ça. Donc ça peut être faire un groupe de travail, ça peut être se faire accompagner par un coach qui va nous aider pas à pas à franchir toutes les étapes. Ça peut être rejoindre un mastermind. Donc qu'est-ce que c'est qu'un mastermind? Un mastermind, c'est des groupes d'entrepreneurs. Alors c'est payant. Il y a un peu tous les prix, mais l'idée c'est qu'il y a des gens plus expérimentés dedans qui vont nous donner un peu leur partage d'expérience, leurs trucs et astuces qui font que du coup on va avancer plus vite. D'accord. Ça aussi c'est intéressant de pas toujours rester avec des gens qui sont débutants comme nous. Oui. Pour pouvoir aussi mieux développer ses compétences à un certain niveau. Ouais, exactement. Parce qu'il faut surtout pas. Il y a plein de gens qui sont passés par ce chemin qu'on fait avant nous, donc on réinvente pas la roue à chaque fois, ça sert à rien. On gagne du temps. On va voir ceux qui savent faire, on demande conseil, ils sont ravis de transmettre, et nous ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Okay. Et puis on peut rejoindre, il y a tout un tas de structures qu'on peut rejoindre en création d'entreprise, que ce soit les pépinières, les couveuses d'entreprise, où là on est vraiment accompagné, et donc qui permet de pallier, si on n'est pas super autonome, ou même d'ailleurs si on est autonome, ça peut nous permettre d'aller plus vite. Ok. Pour terminer, je voulais te parler aussi, je trouve des qualités qui sont essentielles à développer, je trouve, pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas ce que tu en penses, tu vas me dire. Mais en premier, moi, je mettrais l'audace. Ouais. Parce que on n'est jamais sûr, en fait, on est amené à prendre tout un tas de décisions tout le temps, ou de faire des investissements qui soient petits ou plus importants, mais on n'est jamais sûr du résultat avant de se lancer. Donc il faut vraiment être dans une démarche audacieuse, finalement, d'y aller, d'y croire en son projet. Et on teste et on apprend en permanence. Donc c'est vraiment une dynamique d'esprit, je trouve, à avoir. Je teste des choses, j'apprends. C'est comme disait Mandela, soit je réussis, soit j'apprends. Donc c'est aussi développer la capacité à se remettre en question, en fait, et ne jamais rien prendre personnellement comme un échec, comme quelque chose qui atteindrait notre valeur. Non, on débute, on se lance, et c'est déjà super courageux. Donc ça marche pas, on apprend. Absolument. Ensuite, d'accord. Ensuite, je mettrai la patience. Là aussi, je sais pas ce que tu en penses. Oui. Mais c'est pour moi une grande activité de patience. Moi, c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi, parce qu'on fait des choses et des fois on a veut des résultats tout de suite, quoi. Ouais, on veut des résultats tout de suite. Et des fois, on a 6 mois après, on avait lancé une bouteille à la mer, on avait parlé de notre projet à quelqu'un, et 6 mois après, la personne va nous rappeler alors qu'on pensait que c'était mort, enfin. Donc voilà, c'est vraiment une affaire de patience, de semer des graines, et puis d'attendre que le temps passe, que la pluie passe, que l'orage passe, que la tempête passe, et que petit à petit, le printemps arrive, ça germe, et on récolte les beaux fruits qu'on a semés, quoi. Effectivement, ça prend du temps. Moi aussi, je travaille là-dessus. La patience, c'est pas mon fort. Ouais. Et effectivement, c'est une caractéristique. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne pas attendre d'avoir des résultats tout de suite. C'est un long chemin. Un long chemin. La patience, et petit à petit, on atteint ses objectifs. Et du coup, ce qui va à l'opposé de la patience, je mettrais la détermination. C'est-à-dire ne pas lâcher finalement. Si on s'est lancé dedans, c'est qu'on y croyait très fort. On croyait très fort à notre projet, on croyait très fort en nous. Donc, rester super déterminé. Les choses vont arriver. Il faut juste du temps. Et ce qui va avec la détermination, c'est aussi rester concentré, finalement rester focus, et pas se laisser attaquer par le syndrome de l'objet brillant dont on parle pas mal en ce moment sur les réseaux, que ce soit un syndrome d'objet brillant de communication,
Mais par exemple, on a décidé de se lancer dans une marque de bijoux, et puis tout d'un coup, il y a une copine qui nous dit, ah mais moi je lance une marque de t-shirts. Ah ouais, super, on va s'associer. Mais en fait, se poser peut-être la question, est-ce que c'est notre projet? Est-ce que ça va avec ce qu'on avait envie de faire à la base? Est-ce que c'est aligné avec nous? Voilà, pas se faire influencer, distraire. Alors les opportunités, il faut aussi savoir les saisir. Mais avant de les saisir, voilà, se demander toujours si c'est aligné avec ce qu'on veut faire, le pourquoi on veut le faire, et pas hésiter à dire non, quoi, à refuser des projets parce que à un moment donné, ça nous correspond pas, ou à abandonner même des projets qu'on a lancés soi-même finalement, ce qui est des fois encore plus dur. Mais aussi savoir parfois renoncer, alors qu'on a lancé de l'énergie, qu'on avait mis du temps, de l'argent dans certaines choses, mais on s'aperçoit que le projet il donnera rien. À un moment donné, il faut aussi savoir couper, quoi. Et puis la dernière chose fondamentale, encore plus que tout, je pense que c'est savoir prendre soin de soi. C'est sûr que ça va ensemble. Ouais, parce que alors moi j'ai tendance à être un peu excessive dans mon travail, c'est-à-dire pas savoir m'arrêter, mais à un moment donné, il faut aussi savoir couper, parce que sinon on tient pas dans la durée. En tant que chef d'entreprise, on est notre principal outil de travail. Donc c'est à un moment donné, si on sait pas couper, si on sait pas se reposer, si on sait pas se vider la tête, on tiendra pas dans la durée, donc ça sert à rien. Voilà. Donc ça peut être planifier des sorties, planifier des fois des choses longtemps à l'avance, comme ça quand ça arrive, on s'y attend plus. Mais au moins ça nous oblige à couper. Mais ça peut être voilà des trucs hyper informels, des déjeuners avec des copines, ou mettre la musique à fond dans son salon et faire la folle dans une heure avec ses enfants dans la glace, faire un jeu de société. Voilà, c'est pas prévu, on s'en fout, on met tout par terre et puis voilà. Du temps pour soi. Du temps pour soi, exactement. Super. Voilà. Ça me fait une belle transition pour la question suivante. Quelle solution se fixer pour atteindre ses objectifs? Alors déjà la première chose, pour atteindre un objectif, il faut bien le définir. En fait, ça c'est la clé. En fait, on dit un objectif bien défini, il est déjà à 50% atteint. Donc c'est vraiment la clé. Alors pour bien le définir, comment on fait? Déjà toujours le formuler positivement, parce que sinon le cerveau il va retenir que le truc négatif. Donc on formule l'objectif sans négation avec des verbes positifs. Ensuite, toujours se demander en quoi l'atteinte de cet objectif va m'aider à atteindre mon but final. Si mon but final c'est de vivre très bien mon entreprise, de la développer, en quoi l'objectif que là je me fixe va me permettre d'atteindre ce but-là. Toujours mettre une intention en fait sur son objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre derrière ça? Avoir un but derrière le but en fait. Ça permet de vérifier qu'on est centré avec l'objectif et qu'on va bien dans la bonne direction. Ensuite, se demander s'il est sous notre contrôle. Parce qu'un objectif qu'on ne contrôle pas, on ne pourra pas forcément l'atteindre, ça ne dépendra pas forcément de nous. Du coup, on risque de buter sur des choses. Par exemple, se fixer des objectifs, tiens, je vais avoir 10 clients de plus cette semaine. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment sous notre contrôle. On peut pas faire en sorte que les gens viennent sonner à notre porte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller déposer des flyers, c'est aller rencontrer telle et telle personne et parler de nous, aller s'inscrire dans un réseau. Ça va être sous notre contrôle. Tu vois voilà, vraiment la différence, cette différence-là qui est très importante. Ensuite, se demander s'il est atteignable. Se fixer des objectifs trop hauts, ça va nous décourager en fait, et ça va plus nous donner envie de faire. Donc toujours se poser la question, est-ce que là maintenant, au stade où j'en suis, est-ce que ça c'est atteignable? Si oui, super. Sinon, peut-être revenir un cran en dessous. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Ensuite, toujours se fixer une date, parce qu'un objectif qui n'a pas de date, on peut toujours le remettre au lendemain. Alors que quand il y a une date, on est obligé de s'y tenir. Voire même communiquer sur cette date pour vraiment nous obliger à le faire, en parler à ses proches. Si on communique sur les réseaux, ne pas hésiter à le dire, à afficher, à annoncer les choses, parce que ça nous permet de nous booster derrière. Ensuite, se fixer des critères de résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir, comment on saura qu'on a atteint notre objectif. Ça permet d'avoir en tête le résultat qu'on souhaite avoir, concrètement. Donc, ça permet vraiment de commencer à matérialiser, à concrétiser notre objectif, et puis à le visualiser, à pouvoir se projeter dedans. Oui, je saurai que j'ai fait mon site internet parce qu'il sera en ligne, parce qu'en tapant mon nom dessus, je vais tomber dessus. D'accord, c'est un indicateur. C'est un indicateur de résultat, exactement. Donc, fixer tous les indicateurs qu'on va avoir quand on aura atteint cet objectif-là. Et puis ensuite, une fois que l'objectif il est clair, on le décompose en petits pas, en tout petits pas, en fait. Parce que l'Himalaya, on le monte pas en une seule fois, on fait des paliers. Et c'est pareil pour tous objectifs, quoi. C'est beaucoup plus simple, en fait, d'y aller pas à pas et de regarder que le petit pas, quoi. On sait où on doit aller, mais petit pas par petit pas. D'accord. Voilà. Et puis pas trop d'objectifs en même temps.
Et puis ce que j'aime bien aussi, un truc qui est vachement intéressant à faire, si on peut faire des objectifs sur 3 mois par exemple, ou des plans d'action sur 3 mois, ou une semaine ou un mois, et en fait à chaque fois se poser la question, tiens, à quoi j'ai passé énormément de temps et qui n'a pas donné beaucoup de résultats. D'accord. Et ça T'as utilisé après derrière la roadmap et de réajuster. Exactement. Okay. Et surtout pas hésiter à réajuster en permanence. D'accord. Ok. Super. Donc bien souvent, voilà, notre envie de nous lancer, ça part d'une idée qu'on a eue, d'une envie d'être à son compte, de se développer. Mais voilà, il y a toute une étape en fait qui va vous permettre de passer du projet à la concrétisation et à la création de votre entreprise. Et ça va passer par l'élaboration, ce qu'on appelle d'un business plan. Et dans ce business plan, en fait, c'est toute la stratégie de votre entreprise qui va devoir être élaborée. Déterminer finalement qu'est-ce que vous allez vendre, quel est votre produit, est-ce que c'est un service que vous allez vendre, est-ce que c'est un produit que vous allez vendre, est-ce que c'est quelque chose que vous allez créer, que vous allez acheter, quel est votre client, on parle beaucoup de persona en marketing, quel est votre client idéal, le définir, le connaître très bien pour savoir est-ce que ce client-là il va acheter votre produit, est-ce qu'il peut être intéressé par votre produit, ou est-ce que vous allez le toucher, et puis surtout faire une étude de marché, est-ce que votre idée correspond à un besoin, parce que s'il n'y a pas de client, s'il n'y a pas de besoin, finalement, votre produit, vous n'arriverez pas à le vendre. Il y a aussi toutes les prévisions financières auxquelles il va falloir se pencher. Comment vous allez gagner de l'argent avec votre projet, est-ce que le business model qui est derrière peut être rentable pour vous par rapport aux besoins justement que vous avez déterminés et dont on parlait précédemment. Donc ça va être un énorme travail de quelques mois, finalement, de plusieurs mois, sur lequel il va vraiment falloir se pencher, l'étude de marché, le financement, est-ce que vous avez besoin de fonds, parce que est-ce qu'il y a de l'achat de marchandises, est-ce qu'il va vous falloir des locaux, est-ce qu'il vous faut quel est votre salaire, est-ce que vous allez vous verser un salaire ou pas, combien de temps ça peut durer et combien de temps ça va être tenable, quel statut vous allez choisir. Donc là, il existe aussi tout un tas de services d'accompagnement, de support sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a tout le réseau des chambres de commerce sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Moi, par exemple, avant de me lancer, il faut un stage 5 jours pour entreprendre qui coûte moins de 100 €. Et en 5 jours, en fait, on balaye tous ces aspects-là, en fait. Le juridique, le fiscal, le comptable, la communication, le marketing. Alors, forcément, on ressort pas comme si on avait fait 5 ans d'études dans ces domaines-là. C'est sûr. Avec les fondamentaux du moins. Oui, exactement. En fait, on sait sur quoi après, nous, on doit aller, parce que peut-être qu'on a des connaissances par ailleurs, mais ça, on le sait pas, et ça, il va falloir y aller. Donc, moi, c'est vraiment un stage que je conseille si on est assez éloigné du monde de l'entreprise. Je trouve que ça met vraiment bien les bases en tête. Et après, c'est pareil, la CCI ou les BGE proposent des accompagnements qui sont vraiment pas chers sur toute la durée de la création à pendant que l'entreprise démarre, à 3 ans, 5 ans après. Qui sont aussi, c'est vraiment des suivis sur le long terme, des accompagnements qui sont aussi très intéressants à faire. Pas hésiter à prendre, c'est pareil, des conseils d'experts comptables, parce que il y a tout un tas de petites choses juridiques ou fiscales qui vont avoir des incidences très importantes sur votre structure ensuite. Donc voilà, pas se précipiter en tout cas, parce qu'on a envie de se lancer, alors tout de suite on monte sa micro-entreprise par exemple, alors qu'il y a des choix de statut différents, qui peuvent être peut-être mieux pour vous selon votre situation. Et puis aussi pas se précipiter parce qu'il y a des aides souvent qui sont associées. Par exemple à la micro, il y a des aides quand on démarre d'allègement de charges sociales. Oui. Et c'est des aides, elles sont limitées dans le temps en fait. Donc ça sert à rien de créer l'entreprise 6 mois avant de démarrer parce que quand on va vraiment avoir des revenus, on bénéficiera plus en fait de ces allègements. Donc c'est l'acre, dommage, c'est ça. quoi. Ouais, exactement. Qui est maintenant, par exemple, moi je la touche alors que je touche pas de. Avant c'était réservé vraiment aux demandeurs aux demandeurs d'emploi qui touchaient des allocations. Moi je touche pas d'allocations parce que voilà j'étais fonctionnaire, mais je touche maintenant elle est pour tout le monde, tous les créateurs de micro-entreprises. Voilà. Il y a aussi si on est dans le domaine d'artisanat, se rapprocher des chambres des métiers. Tous ces secteurs-là peuvent vous aider. Et puis il y a aussi rejoindre une pépinière ou rejoindre une couveuse. Donc une couveuse, ça vous permet en fait d'utiliser le siret de la couveuse, c'est-à-dire de pas créer du tout d'entreprise, mais de tester en vrai votre idée. Donc ça permet vraiment de prendre le minimum de risques pour voir si ça peut marcher ou pas, et puis pareil de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi. D'accord, ok, super.
Bah, c'est super complet là pour le coup. Bah, je mettrai toutes ces informations aussi dans le lien de l'épisode et comme ça. Ouais, et après il y a toutes les aides. Donc enfin, il existe aussi plein d'aides sur lesquelles on va pouvoir dont on va pouvoir bénéficier en tant que créateur d'entreprise, sur lesquelles voilà, c'est intéressant d'aller chercher. Alors il y en a énormément. Il y a un super site qui s'appelle bpifrance-création.fr, pareil qu'on mettra sur tes réseaux, qui permet, qui regroupe en fait toutes les informations auxquelles vous pouvez avoir et toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit, parce qu'en fait il en existe une multitude selon le secteur d'activité que dans lequel vous allez exercer. Merci. Par exemple, si vous êtes sur les nouvelles technologies, il va y avoir des aides très spécifiques, mais aussi public spécifique, il va y avoir des aides spécialement pour les créateurs, pour les demandeurs d'emploi, ou des aides des fois qui sont dédiées aux femmes, et aussi sur des territoires particuliers. Donc là aussi, en fait, il y a plein de territoires, de villes ou de départements qui veulent dynamiser leur tissu économique et en fait et qui aident qui offrent plein de possibilités aux jeunes créateurs d'entreprises, que ce soit en termes d'allègement fiscal ou en termes de prêts de locaux, enfin, voilà, de mise à disposition de locaux. Donc vraiment renseignez-vous auprès de là où vous habitez ou de là où vous pourriez avoir envie d'installer votre siège social, parce que vous pouvez bénéficier de choses très intéressantes. Donc si vous êtes à Pôle emploi et si vous avez besoin d'un fonds de départ pour créer votre entreprise, vous pouvez aussi bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ARS. En fait, c'est pour avoir des fonds propres au départ de votre entreprise. En fait, ils vont vous verser 45% des droits au chômage qui vous restent en 2 fois. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça peut être intéressant. Je crois une au moment de la création et une 6 mois après. Exactement. Si ouais, tout à fait. Donc ça aussi, ça permet de démarrer. Et puis après, il y a tout ce qui est prêts d'honneur que vous pouvez avoir, des prêts d'honneur à taux zéro auprès d'Initiative France ou du réseau Entreprendre. Voilà, ça peut aller de 2 000 à 50 000 euros. Bon, faut faire un prêt bancaire à côté, sinon on peut pas en bénéficier. Mais là aussi, c'est des choses qui vont vous permettre peut-être de démarrer plus vite, d'avoir plus d'argent. Et puis c'est aussi des réseaux très importants qui peuvent vous accompagner dans tout votre projet. Il y a des concours aussi qui existent, et notamment des fois des concours dédiés aux femmes créatrices d'entreprises, voilà, avec des prix qui peuvent aussi vous aider à avoir plus d'argent pour la création de votre entreprise. Et puis il y a une garantie qui a été une garantie pour les femmes en demandeuse d'emploi ou en situation de précarité. Donc c'est une garantie qui permet de garantir l'emprunt, parce que voilà, des fois si on n'a pas d'économie à côté, si on n'a pas de caution personnelle, ça peut être des fois très difficile d'emprunter pour se lancer. Et du coup, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la garantie égalité femmes, qui va permettre de couvrir jusqu'à 80% du montant du prêt bancaire. Ah voilà, oui, donc ça aussi, même. Ça peut être intéressant. Alors, c'est une garantie, hein. C'est pas, on vous donne pas l'argent, mais ça permet d'avoir accès au financement en fait. Quand on n'a pas de caution à côté. Voilà. D'accord. Et tout ça, toutes ces infos, on peut le retrouver sur le site BPI France. Ouais, il y a plein d'infos sur le site BPI. Rapprochez-vous des chambres de commerce, des chambres des métiers et puis des régions. En fait, qui mettent aussi plein de choses à disposition, plein d'infos à destination. Il existe pas mal de choses en réalité. C'est juste exactement. En fait, mais c'est ça un peu ça, je trouve aussi une des grandes casquettes du chef d'entreprise, c'est d'aller chercher les infos en fait, parce qu'il existe plein de choses, mais personne n'est incapable de dire la totalité des choses qui existent. Et puis ça va être tellement différent du secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui va varier. Que ça va être vraiment à vous, en fonction de votre projet, de votre situation personnelle, d'aller faire les démarches, d'aller voir les gens pour savoir si vous avez le droit à ça ou à ça. Ouais, d'aller creuser quoi. En tout cas. C'est ça, fallait creuser, mais ça peut valoir le coup quoi. Oui. C'est du temps, de l'investissement personnel, mais ça peut valoir le coup si ça peut vous aider à démarrer plus vite. Super, bah top. Alors, on va passer à la partie un peu plus administrative. Comment bénéficier aujourd'hui du bilan de compétences, donc le CPF, tout ce qui est aide du Pôle emploi et de l'employeur. On l'a abordé en première partie de l'épisode. Quelles sont aujourd'hui les aides qui existent pour nous aider dans la création d'entreprise? Alors, pour les créations d'entreprise ou pour les bilans de compétences? Pour les bilans de compétences, pardon. Ok. Parce que c'est des choses, des choses assez différentes. Mais parce que du coup, le bilan de compétences, on peut le faire que dans le cadre d'une reconversion. Alors le bilan de compétences, en fait l'issue du bilan de compétences peut être très diverse. Ça peut être une création d'entreprise, mais pas que. Ça peut être une formation parce qu'on veut changer de métier mais en restant salarié.
ou ça peut être finalement on s'aperçoit qu'on est bien là où on est, ou alors il suffit juste de changer peut-être de poste au sein de son entreprise ou de faire la même chose mais dans une entreprise différente. En fait, l'issue du bilan peut être très différente selon les personnes. Mais c'est pas forcément une création d'entreprise. D'accord. Ok. Non, enfin, le bilan de compétences en fait peut être une étape clé en fait entre la fin de son poste de salarié à la création de son entreprise. En fait, c'est peut-être le bilan de compétences qui va permettre de vous dire bah oui, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ce projet-là que je veux développer, parce qu'il va mettre à jour en fait, on va reprendre toute votre personnalité, tous vos atouts, toutes vos compétences, tous les rêves que vous pouvez avoir, tous vos moteurs. Et c'est peut-être un projet qui va se dégager. Du coup, par exemple, là, moi, j'accompagne quelqu'un en bilan de compétences qui avait un projet, mais qui avait très peu confiance en elle et qui se disait, mais non, enfin, je suis vraiment pas sûre. Je viens en bilan pour confirmer en fait que c'est bien ce projet-là, en fait. Et plus on avance, plus son projet est en train de voir le jour, en fait, parce que plus elle prend confiance, plus elle s'aperçoit que tous les exercices qu'on fait, tout le travail qu'on fait, la conforte en fait dans son projet-là. Donc voilà, le bilan peut aussi aider à ça, et finalement on se lance et on sait pourquoi on se lance et on sait qu'on est capable de le faire, ou en tout cas qu'on va trouver les ressources pour le faire. Donc ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là aussi. D'accord. Voilà. Et comment on fait aujourd'hui si on est intéressé par le bilan de compétences? En fait, il suffit de se renseigner, de prendre des contacts avec des cabinets qui font des bilans de compétences, d'en rencontrer quelques-uns pour voir avec lequel on a le plus de feeling. Et après, on peut le faire financer très simplement par son propre compte de formation. Tous les salariés français ont un compte de formation qu'on peut accéder directement via l'application mise en place par le gouvernement. Donc, c'est une application qu'on charge sur l'App Store ou on rentre juste son numéro de sécurité sociale et on a accès en fait à la somme qui nous est allouée pour nous former. Donc ça, on peut la dépenser directement pour un bilan de compétences, ou on peut demander à Pôle emploi, si on est inscrit comme demandeur d'emploi, de le financer. Ou alors, si on est encore salarié, on peut en parler à notre employeur et voir s'il est OK pour nous le financer. D'accord. Okay. Ça peut aussi être financé sur des économies personnelles. D'accord, on peut compléter, c'est-à-dire on peut compléter. Son CPF et exactement. Son financement personnel. Tout à fait. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, en cas de démission, alors on sait que il y a eu pas mal de débats politiques à ce sujet-là. Où ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide financière si demain on décide, malheureusement, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à obtenir une rupture conventionnelle, qui est la meilleure issue possible. Donc en cas de démission, est-ce qu'il y a des aides ou financements dont on peut bénéficier? Alors oui, il y a eu des choses qui ont pas mal avancé, mais qui restent assez restrictives. Donc surtout, en tout cas, ne pas démissionner sans être sûr qu'on remplit bien les conditions. Il y a 5 conditions à remplir, et donc voilà, ne surtout pas démissionner sur un coup de tête avant. Et les conditions, c'est déjà d'être en CDI. Ensuite, d'avoir 5 ans d'activité salariée en continu dans les 60 derniers mois. Est-ce que c'est forcément dans la même entreprise? Non, c'est pas forcément dans la même entreprise. Okay. Et puis avoir un projet de reconversion. Démissionner en disant j'en ai marre de ma boîte mais je sais pas ce que je veux faire, ça marchera pas. En fait, il faut prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui va étudier notre projet, qui va nous aider à le préparer, et donc qu'il soit solide, reconnu, ils disent reconnu comme étant réel et sérieux. Ensuite, ce projet, il va falloir qu'il soit validé par une commission paritaire régionale qui va nous donner l'aval. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a notre projet nickel, qu'il a été validé, alors seulement à ce moment-là, et on peut démissionner. Et il va falloir s'inscrire, on va avoir 6 mois pour s'inscrire comme demandeur d'emploi après la validation du projet par la commission. Il y a un site qu'on mettra en lien sur tes réseaux, c'est démission-reconversion.gouv.fr, qui explique vraiment bien pas à pas toutes les démarches à faire. Donc voilà. Ok, il y a un site dédié. Il y a un site dédié qui est assez bien fait, mais attention, c'est pas c'est pas ouvert à tout le monde. Moi, par exemple, j'étais fonctionnaire, j'étais enseignante de l'éducation nationale, j'ai démissionné, mais j'aurais pas eu le droit parce que ça marche pas pour les fonctionnaires. Ça dépend du statut. Ouais, ça marche, et ça marche pas non plus pour les titulaires d'un CDD et les travailleurs qui ne sont pas salariés. D'accord. Ok. Voilà. Donc la condition, c'est vraiment le CDI dans le cadre privé. Exactement. Le CDI depuis 5 ans, j'ai pas bougé et j'ai un projet viable, bien préparé. D'accord. Mais du coup, c'est un petit peu long parce que du coup, entre le temps où du coup tu disais qu'il fallait se faire accompagner par un conseiller et le passage en commission et la validation, puis s'écouler combien de temps à peu près? Je pense qu'il y en a pour quelques mois. Ok. De toute façon, déjà le temps de bien préparer son dossier,
Mais en même temps, on gagne du temps sur après finalement. Oui. Parce que de toute façon, on formalise le projet pour le coup. Exactement. Et de toute façon, on va avoir besoin de le faire. Oui. Il faut à un moment poser à plat les choses. Exactement. Ok, super. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils pour aider les personnes qui souhaitent se lancer à contourner leurs freins et leurs peurs? Donc oui, déjà d'avoir peur avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait légitime d'avoir peur. C'est même plutôt sain, je dirais, d'éprouver cette émotion-là. Il faut se dire que voilà, les émotions, elles sont toujours là pour nous protéger de quelque chose. Donc surtout la peur. Donc déjà en prendre conscience, surtout pas lutter contre parce que ça ne fera que l'amplifier. Donc voilà, accueillir cette émotion. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit voilà, quand la motivation est supérieure à la peur, là on réussit. Mais si la peur est supérieure à la motivation, alors là il y a auto-sabotage. Donc voilà, prendre en compte cette peur, l'accueillir, mais ensuite qu'est-ce qu'on en fait? Déjà la première chose, c'est est-ce que cette peur nous appartient? Parce que bien souvent, on va avoir la peur de notre conjoint, on va avoir la peur de notre maman, on va avoir la peur de nos collègues qui jamais, au grand jamais, quitteraient leur poste pour se lancer dans l'entrepreneuriat et qui nous disent mais vous êtes, t'es folle, surtout fais pas ça. Donc déjà, essayez de faire la distinction entre, ça va nous rajouter du stress. Donc, qu'est-ce qui nous appartient à nous et qui est normal d'avoir peur et qu'est-ce qui leur appartient à eux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des personnes à qui on va moins parler de notre projet parce que s'ils ne font que nous mettre du stress plus ou nous décourager, peut-être que c'est pas des bonnes personnes pour parler avec elles de notre projet. Et puis une fois qu'on a fait la part de choses entre ça, peut-être se demander quelle est la croyance qui va être cachée derrière cette peur. Est-ce que c'est une croyance déjà sur nous, sur nos capacités? Est-ce que c'est une croyance sur les autres? Est-ce que c'est une croyance sur la société? Faire le point, mettre à jour les croyances qu'on a derrière. Et puis, une bonne façon de démonter les croyances, c'est d'aller chercher des contre-exemples. On croit à ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une exception à cette croyance qui fait que finalement, c'est peut-être pas tout le temps comme ça. Donc là, ça ouvre un champ d'espoir dans lequel on peut se lancer. Ensuite, est-ce que c'est pas une peur de réussir qui se cache aussi? Il y a le fameux poème de Williamson qui est assez célèbre, c'est notre propre lumière et non notre propre obscurité qui nous effraie. Réussir, ça peut chambouler plein de choses dans notre vie de maman. Réussir, ça peut changer plein de choses. Est-ce qu'on est prête à affronter ces changements-là finalement? Donc aussi se poser si c'est pas une question de peur de réussir et peut-être mettre à plat les choses pour voir qu'est-ce que ça va changer et est-ce que je suis prête à les assumer. Et puis ensuite, de quoi a-t-on besoin pour réduire cette peur? Est-ce qu'on a besoin de se former sur un domaine? Par exemple, la vente, il y a beaucoup de gens qui aiment pas se vendre, mais on peut tout à fait se former finalement à vendre. Et peut-être que ça va nous rassurer. Est-ce que on a besoin de soutien finalement? Donc peut-être comment faire pour aller chercher ce soutien? Est-ce qu'on a besoin de voir les choses différemment? En tout cas, chercher des moyens qui font que la peur va baisser. D'accord. Et puis ensuite, il n'y a pas d'autre choix que de l'affronter. Il va falloir se lancer. Il y a une autre phrase que j'adore, qui dit la peur qu'on fuit, elle se transforme en panique, et la peur qu'on affronte, elle se transforme en courage. Donc à un moment donné, faut se lancer, faut y aller, quoi. Et puis bien souvent, on s'aperçoit que finalement, c'était pas si grave, quoi. Exactement. Finalement, c'était pas si grave. L'autre jour, j'écoutais un podcast qui disait, faut se prendre des vestes et puis il faut se fixer un nombre de quotas de vestes à prendre tous les jours. Aujourd'hui, je dois me prendre 3 vestes, donc je vais faire en sorte de me les prendre. Ça permet d'oser aussi, en fait, y aller, puisque de toute façon, on va chercher les vestes. Donc, allons-y, quoi. Carrément. Exactement. Super. Et écoute, merci pour toutes tes réponses. Je t'en prie. Et tes éclairages. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, mommyrockfr. À bientôt!